Aquila Rebelle. Portrait sensible. Un podcast réalisé par Fabien Eck. Cette émission est une rediffusion, puisque suite au succès du dernier festival d'Avignon pour la disparition de Joseph Mengele, ce spectacle est repris au Théâtre de la Pépinière, qui se trouve au 7 rue Louis-le-Grand, dans le 2e arrondissement de Paris, et vous pouvez voir ce spectacle tous les vendredis et samedis à 19h et le dimanche à 15h. Bonne écoute. C'est en revenant du Festival d'Avignon, dans le train, que m'est venue cette réflexion. Il est des récits comme des vies qu'il est bon d'être contés par respect pour les morts. Et nous pouvons accepter, même si nous en comprenons parfaitement la déraison et le désespoir parce qu'il nous fait mal, ce titre édité aux éditions de Minuit, Une connaissance inutile de Charlotte Delbo, qui fut avant sa déportation à Auschwitz la secrétaire de Louis Jouvet. Tout comme le guitariste Serge Tessoguet, lui qui avait adapté La peau et les os de Georges Hyvernaud en lui donnant ce titre « On croit qu'on en est sorti ». Eh bien, il semble que nous n'en finissons pas de ne pas en finir. Que depuis la fin de cette Deuxième Guerre mondiale, l'être humain a la mémoire courte et possède un certain don pour le bégaiement, pour la redite. Le plus jamais ça s'est transformé en toujours ça, puisque nos institutions, nos dirigeants, notre belle Europe a laissé des hommes, des femmes et des enfants se faire massacrer, par exemple à Srebrenica, au Rwanda ou en ce moment même en Ukraine. Alors oui, il n'est pas inutile de rappeler qu'il y a parmi les hommes des bourreaux, et nous voudrions tellement ne pas donner raison au cinéaste Andrzej Jouławski dans son film Possession, lorsqu'il fait dire à une de ses comédiennes « Le monde est ce qu'il est, les meurtriers s'y tranchent toujours la meilleure part ». S'il y a des bourreaux en ce monde, il y a des victimes, des disparus, des en allés. Et nous devons, nous vivants, de faire acte, de faire advenir par devoir de mémoire la justice pour ces morts. Modestement à Avignon, au théâtre du Chêne Noir, un homme se dresse, gorgé d'une fureur de bûcheron et en même temps garant d'une innocence, celle de l'enfant qu'il a conservée en son fort intérieur pour nous donner à entendre ce que nous ne voulons pas entendre, nous donner à voir ce que nous ne voulons pas voir. L'homme, l'humain, sur cette scène se nomme Michael Chérignan. Il a adapté le roman de Olivier Guèze, La disparition de Joseph Mengele. Il est seul sur scène et il lutte, il combat jusqu'au bout du récit pour restituer la fuite, la traque du docteur Mengele. Nous l'avons rencontré à l'issue de la représentation du vendredi 12 juillet 2024 où le public l'a ovationné, happé par sa prestation dantesque. Ah, que la Rebelle vous dit bonjour ou bonsoir et vous souhaite la bienvenue en vous accueillant avec la deuxième partie de la symphonie numéro 3 de Henryk Górecki.
Alors Mickaël, bonjour. Bonjour. C'est très émouvant parce qu'on est à l'arrière du théâtre Du Chêne Noir, quoi. Et je viens d'assister à la représentation de La disparition de Joseph Mengele. Un roman qui est, je sais plus il est je l'ai lu dès sa sortie. Grasset. C'est Grasset, chez Grasset, et c'est des 2000. Il y a pas. De quelle année la sortie? 2017. Enfin, le prix Renaudot, c'est 2017. D'accord. La première chose, c'est comment on tombe sur. Alors, on va plutôt partir sur une autre question. Parce que j'imagine que il y a des différentes étapes pour arriver à ce texte-là. Et finalement, la découverte du théâtre et des mots, ça a apparu quand dans ta vie? Très jeune. Enfin, vraiment je pense très jeune. Après, après c'est pas une raison, c'en est plein. La plus simple, c'est que moi, je suis né ici à Avignon et que mes parents m'ont emmené très tôt au théâtre et que je crois que c'est les premières, la première expression artistique que j'ai vue, c'est le théâtre dans la cour d'honneur, et donc je pense que j'ai été très vite dans la cour d'honneur. J'ai été très vite familier de ça, et c'est des moments, je sais pas, c'est des souvenirs qui sont agréables, des souvenirs qui sont bons. J'ai l'impression que les gens qui étaient sur scène, je sais pas, c'est des moments de liberté. J'avais l'impression que je voyais des gens qui se sentaient libres sur scène, donc c'est ça qui m'a donné envie, je crois. Donc cette liberté-là, est-ce que tu as des souvenirs d'un spectacle en particulier? Oui, mes parents, les 2 premiers spectacles que j'ai vus, c'était Pina Bausch, alors lequel je ne pourrais pas te dire, mais ils aimaient beaucoup Pina Bausch, et il y en avait dans la cour d'honneur quand j'étais plus jeune, et Mouchkine aussi, qui avait fait ses spectacles dans la cour d'honneur. D'accord, au moment de la guerre en Bosnie, au moment de la guerre en Bosnie, elle fait, est-ce que c'était un spectacle qui était entre 91 et 95 ou quelque chose comme ça? Ah non, bien plus tôt. Moi, je suis né en 75. D'accord. Donc en fait, quand je parle de ces spectacles, c'était dans les années 80. D'accord. J'étais vraiment tout petit. Petit, c'est quoi? C'est 8 ans, 10 ans? Ouais. 13, 14? Ouais, non, même 7, 8 ans, je pense. D'accord. Mais de là après à prolonger le souvenir de ce qu'il y a sur scène et de l'approprier. Ouais, mais ça, c'est la chimie. Ça, là, je pourrais vraiment pas donner d'explication à ça. D'accord. Là, c'est vraiment, on sait pas, c'est la vie. Bon, pas les mathématiques en tout cas. Hein? Pas les mathématiques en tout cas. Je sais pas. Ouais, en tout cas, voilà, ça a été comme ça. C'est que j'ai aimé cette forme d'expression. D'accord. J'ai observé que la littérature revient souvent dans ton travail. Oui. Ouais, alors ce désir des mots, ce désir de trouver des textes comme ça, la lecture, c'est quelque chose qui est en fait, pour moi, elle est très familier. elle est très, très familier, très proche du théâtre. En fait, quand on est lecteur, il y a le travail, il y a une partie du travail qui a été fait par l'auteur, qui est de décrire les choses, de les raconter du mieux possible. Et puis, il y a le travail du lecteur, et c'est l'imaginaire du lecteur, et c'est la part de chemin que chacun va faire qui fait que ça crée. Au théâtre, c'est pareil pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, la place du spectateur, finalement, elle est un peu comme le lecteur, elle est très active. Parce qu'en fait, c'est ce petit parcours que va faire le spectateur avec son imaginaire, qui va faire que les images vont se créer. Donc ça, pour moi, c'est très lié, la littérature et le théâtre. Donc ça veut dire que dès que tu lis, il y a l'imaginaire qui se met en j'imagine tout le monde, non? Vous aussi? Pas forcément, non. Ah bon? Tout le monde n'est pas, je pense pas, l'image mentale, pas forcément. En tout cas, Moi, j'ai l'impression que la lecture, en tout cas, elle suscite ça. Mais j'avais l'impression. Alors, tu es d'origine arménienne? Judéo-arménienne. Ouais. Judéo-arménienne. Ouais. Est-ce que le fait que tu sois sur scène là, tu défends quelque chose d'une certaine manière, enfin une humanité en tout cas, et donc du coup, est-ce qu'il y a eu un avant au niveau des choix de textes à défendre sur scène? J'ai pas vu les précédents, donc moi je te découvre là, c'est ma première fois. C'est des textes à chaque fois. Mes choix, ils sont guidés par des textes qui me touchent. Voilà, celui-ci me touche non pas particulièrement par mes origines, mais il me touche parce que c'est l'histoire de tout le monde. Hein. Enfin, je veux dire, c'est rappeler que les monstres sont des hommes. En tout cas, qu'il faut se méfier des hommes, c'est les derniers mots que tu prononces sur scène. En fait, ça rappelle qu'en fait, il n'y a pas de
de super-héros, comme il n'y a pas de super-monstres. Non, les atrocités ont été faites par des hommes. Ces atrocités-là ont été faites par des hommes et comme le dit très bien Olivier Guèze, l'homme est une créature malléable. Et donc, en fait, ce texte, il éveille à une sorte de vigilance. Et c'est là-dedans que je trouve lumineux, parce qu'en fait, c'est un texte qui s'intéresse à la part sombre, une des parts les plus sombres de l'être humain, mais qui allume une lanterne, en tout cas qui éveille une certaine vigilance. Donc qui a une certaine lumière pour moi, ce texte. Olivier, l'auteur, Olivier Guèze, qui a écrit La disparition de Joseph Mengele. Comment on en vient à trouver ce livre ? Est-ce que c'est la radio ? Est-ce que c'est toi qui flânes dans une librairie ? Est-ce que tu viens de dire le mot hasard, qui n'est pas rien dans une vie, ça ? Non, il n'y a pas de hasard. Sur ce texte-là. J'y crois pas vraiment au hasard. Mais oui, c'est là vraiment, j'ai pas de. Je suis vraiment tombé un jour sur ce bouquin et j'ai commencé à le lire et voilà, et je me suis fait complètement happé par cette histoire, en tout cas par sa manière de le raconter, parce que moi j'ai avant tout, en adaptant ce roman au théâtre, mais comme les autres romans d'ailleurs que j'ai adaptés, mais celui-ci particulièrement parce que c'est un récit historique, puisque tout est vrai, tout est historique dans ce qui se raconte, mais Olivier le raconte à sa manière, avec son écriture et avec son regard sur les choses. Et il y a des biographies sur Mengele qui sont existantes. Qui sont existantes, que j'ai consultées parce que en travaillant sur ce texte-là, forcément, il y a eu plein de choses, des ramifications, des choses qui ont fait que je me suis intéressé à cette période, à ce personnage et à tout ça. Mais ce que j'ai voulu adapter, c'est la pensée d'Olivier, sa manière de le raconter, cette manière qu'il a de traquer le Joseph Mengele, d'être presque dans ses pas, mais de toujours maintenir une distance en le nommant il, avec de temps en temps une fulgurance du jeu qui déboule parce que presque à s'approcher du feu, à un moment donné, on est presque obligé de se brûler. Quand on arrive sur le plateau, enfin nous pas sur le plateau mais dans les gradins, et qu'on découvre le plateau, j'ai énormément pensé à Christian Boltanski. Christian Boltanski disait on meurt deux fois. La première fois c'est quand on meurt physiquement et la deuxième c'est quand on regarde une photo et qu'on n'est pas capable de nommer qui est sur cette photo. Il y a beaucoup sur le mur. Il y a beaucoup de photos et moi-même j'étais pas capable de dire qui étaient ces hommes. Ce travail de ce qu'il y avait à montrer comme ça, la scène est très épurée d'ailleurs, il y a juste 2 valises, 2 chaises. Ce travail-là, qui s'en est occupé Alors, la scénographe, Sarah Leterrier, le metteur en scène, Benoît Giros, et moi-même, ça a été une discussion à 3. Et on en est arrivé à ce dispositif. En effet, on voulait quelque chose de très épuré parce qu'on voulait que toute cette histoire repose sur le récit, avant tout. Sur le récit qui va devenir de plus en plus incarné. Et avec, comme en fait, ce texte-là, moi j'ai voulu l'amener au théâtre parce que j'ai voulu dire à haute voix, comme si je voulais rappeler chaque détail de cette histoire et rentrer dans chaque détail à haute voix pour ne jamais oublier qu'une impunité pareille a été possible. Parce que c'est parce qu'elle a été possible qu'elle sera peut-être possible encore d'autres fois. Et donc du coup, d'ailleurs, ça parle d'impunité et ça continue après ce qu'il y a eu en Bosnie, ce qui se passe en Ukraine, par exemple. Et l'impunité, elle n'est possible que parce qu'il y a des appuis, parce qu'il y a des alliés, parce qu'il y a des appuis politiques, des alliés financiers, famille. Enfin voilà, ça a été en tout cas le cas pour Joseph Mengele. Et donc, d'une certaine manière, en fait, ce panneau de fond de scène, en fait, c'est comme un panneau dépositaire de tout ce qui est évoqué dans ce texte. Et on s'est dit que pendant le récit, comme c'était comme une menace, voilà, c'est la mémoire de cette chose-là. Cette chose-là a eu lieu. Et il y a un peu tous les personnages de l'histoire qu'on est en train de raconter. Et donc, on s'est dit que finalement, le spectateur allait écouter le récit et de temps en temps, son regard allait se poser sur quelque chose qui va faire lien avec le récit. Alors maintenant qu'on a planté le décor,
qu'on voit un petit peu comment est le plateau. Le texte en lui-même, il y a des coupes ou c'est le texte intégral? Ah non, il y a des coupes, Il y a des un coupes, montage. donc il faut faire un choix. Donc il faut faire un choix. Ah oui. Alors quel choix finalement? Parce Ouais. que ce que je trouvais fort dans le texte, et ce qui est bien qui est conservé, c'est quelque chose comme le spectacle en lui-même, mais c'est la radicalité aussi de ce qui est proposé de par alors les mots et puis par rapport au jeu au niveau de ton corps à toi. En fait, on a voulu reproduire à la fois. Donc, j'ai voulu le faire seul parce que je voulais aussi raconter sa solitude, parce que ça a été aussi près de 40 ans de cavale solitaire, même s'il avait des alliés, des appuis, mais enfin, il était seul. Finalement, c'est intéressant parce que si on prend Eichmann, Klaus Barbie et lui, c'est le seul sur les trois et c'était très inconfortable comme cavale, quoi, finalement. Absolument, et c'est le seul qui finalement ne s'est associé à personne. C'est aussi pour ça qu'il a réussi à s'en sortir. C'est parce que lui, il avait quand même il a eu une faculté à ne s'associer et à faire presque aucun faux mouvement. Et c'est pour ça qu'on a tenu à faire cette radicalité dans la scénographie, dans le dispositif, d'un homme qui va finalement prendre 3 positions très précises et qui ne va pas beaucoup en bouger. Comme si on racontait aussi physiquement, avec mon positionnement physique dans le spectacle, son immobilité et sa manière presque quasi clinique de se déplacer dans l'espace pour ne pas être opéré. La force du texte aussi, c'est aussi d'avoir pu retrouver. Je ne sais plus si dans le texte il y a vraiment les écrits de Mengele qui lui appartiennent. C'est moi à lui ou c'est que romanesque? Non, je crois pas, parce que Olivier pour écrire ce récit s'est appuyé sur toutes les biographies, sur tous les documents. Il a fait des enquêtes. Je crois ça a été 7 ans d'enquête. Hein. Il s'est déplacé sur les lieux. Il est allé sur le Mirador. Donc ça a été très 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 renseigné. Donc je pense que tous les mots, en fait, peut-être c'est dans certains liens où en fait c'est comment dire, le romanesque, c'est son écriture elle-même, sa manière de lier les choses, mais en fait tous les faits et sont tout à fait véridiques, quoi, historiques. Alors une fois que le texte est découpé, Après, mouture ou différentes moutures. Après, alors c'est plein de choses, hein, le choix d'une adaptation. C'est-à-dire que là, dans ce roman historique-là, déjà il y a beaucoup d'informations, donc ça a été aussi d'arriver à donner à la fois toute la richesse du travail d'Olivier, d'enquête et de journalistique d'Olivier, mais à la fois de donner aussi, comment dire, pas trop d'informations pour pas non plus noyer le spectateur, parce que ensuite ça a été et ensuite c'est resté comment dire, il y a des dans le roman, il y a quand même des fois des changements de point de vue. Il y a des fois, on se retrouve du côté du Mossad sur l'enquête, et nous, on a décidé de rester sur lui. Voilà. On trouvait ça théâtralement plus. En tout cas, c'est nous le choix qu'on a fait. D'accord. Le texte, apprendre ce texte. Comment ça se passe? On marche, on l'a avec soi, on l'a la nuit avec soi. Comment d'habiter? Parce que c'est comme pas un texte. Bien évidemment, c'est pas les nymphéas de Monet. Donc comment ça? C'est presque une seule ligne. Ouais. C'est comme une ligne droite. Ça a été un gros boulot. Ça a été un gros boulot parce que là, il faut pas l'apprendre, il faut faut vivre avec, faut rentrer dans son cerveau. Enfin, je veux dire, à la fois de l'auteur, du personnage, de tout le monde. Et faut. C'est quoi, devenir schizophrène, hein, sur scène, il faut le voir cette pièce parce que c'est assez impressionnant. Hein, et en même temps, ça raconte aussi sa schizophrénie à lui, de passer d'une identité à une autre, de la schizophrénie d'un monde qui la RFA condamne le nazisme mais réintègre ses cadres. En fait, c'est toutes ces schizophrénies-là
Donc c'est aussi c'est incarner tout ça, incarner ce monde qui est en train de découvrir, où d'un coup la parole est en train de se libérer, on découvre le journal d'Anne Frank commence à se vendre, Nuit et brouillard au festival de Cannes, machin, et en même temps un monde qui laisse d'un coup tous ces dignitaires nazis grouillés en Argentine. En fait, c'est toute cette schizophrénie-là. Est-ce que tu suivais le travail de Serge et Beat Klarsfeld Non, je le connais, mais je l'ai pas. D'accord, je veux dire, non, voilà, parce que c'est forcément, oui. en ligne de mire, forcément, Oui. ils sont extrêmement présents, puisqu'on voit Barbie qui est présent sur ce mur. Et Barbie qui, à un moment donné... Et Eichmann aussi. Eichmann, et à un moment donné, Barbie, alors là, ce qui n'est pas dans l'adaptation, mais qui est dans le roman, à un moment donné, Klaus Barbie qui propose à Mengele de l'accueillir chez lui. Parce que lui, à ce moment-là, est complètement protégé par les États-Unis. Mais Mengele n'a pas voulu s'associer à lui parce qu'il avait peur de ne pas pouvoir il avait peur de pas pouvoir le maîtriser. Comme il maîtrisait le couple de Hongrois paysans chez qui il a été mis en planque pendant près de 10 ans. Je voulais poser une question par rapport au fait de... Il y a quelque chose de très fort le spectacle est extrêmement puissant, extrêmement dérangeant, pour de bonnes raisons, mais il y a aussi une histoire de transmission à la fin. Ça finit d'une manière assez extraordinaire en soi, c'est-à-dire cette histoire d'enfant, quoi. Et comme s'il voulait... il retrouve son fils, qui n'est pas complètement perdu, mais en tout cas, il y a le fils qui apparaît à la fin de cette histoire-là. C'est-à-dire qu'en fait, ce parti pris comme ça. En effet, dans le livre, mais aussi dans son histoire, parce que le livre relate toute sa trajectoire à partir de la fin de la guerre, en 1949. En tout cas, le fils rencontrera son père 1 an et demi avant qu'il meure. Le fils de Mengele rencontre son père, le fils à qui on avait dit que son père était mort en Russie pour noyer toutes les pistes. En fait, le père va renouer avec son fils parce qu'à un moment donné... Donc on avait dit aussi que c'était son oncle. Voilà, il avait croisé une fois en croyant que c'était son oncle. Enfin, la famille a toujours camouflé cette histoire et a essayé de brouiller toutes les pistes. Bref, à un moment donné, son fils, parce que forcément le monde se met à changer, tous ces dignitaires nazis sont étalés dans la presse et tout ça, machin. Donc oui, il découvre que donc son père est Joseph Mengele, le médecin tortionnaire d'Auschwitz. Et il va aller à la rencontre de son père pratiquement 1 an avant qu'il meure. Et finalement, c'est le seul procès que ce type aura. C'est une sorte de procès de l'intime, un truc qui se passe entre quatre yeux, quoi, entre son. Est-ce que c'est il y a je vois 6 portraits, enfin c'est pas des portraits, c'est 6 photos avec 2 personnages dans ces cadres-là. C'est qui du coup? C'est le père et le fils. Le père et le fils, donc c'est très très fort. Pendant le séjour du fils. En Brésil, quand il est venu voir son père. D'accord. C'est la seule photo qui a été prise d'eux. Et c'est une photo qui existe et en fait on a voulu la mettre donc, sur scène dans la scénographie sur le dernier panneau qui fait le panneau de fond de scène. Comme si d'un coup c'était une sorte de... C'est un peu les deux, c'est à la fois l'obsession du fils, en répétition d'une même photo, comme si c'était l'obsession du fils qui essayait de comprendre qui était son père, qu'il était héritier, et l'obsession du père qui fixe sur son Tu fils. parlais de ligne droite tout à l'heure, finalement il y a 2 lignes droites, quoi. Oui. Et puis, mais voilà, et pour moi le fils, c'est un peu nous, c'est-à-dire comment on peut être héritier d'un père pareil et comment on peut être héritier d'un monde pareil, d'un monde qui a laissé faire des choses pareilles. Je posais 2 questions encore avant que tu retrouves le calme après cette épopée là que tu nous as fait vivre. La question, c'est le corps. Est-ce que c'est très très physique? Et tu parles de ligne droite tout à l'heure, je pensais à un marathon. Ouais. C'est vraiment quelque chose d'ardu ou de tendu où ça peut rompre, mais il y a un sursaut et ça avance et on est pris par... Ok. On est pris comme ça par... Comment toi tu le vis avec ton corps, quoi? Parce que je vais arriver jusqu'au bout de cette histoire. D'accord. En fait, c'est comme un combat avec lui. En fait, je le vis comme ça à chaque fois. Avant d'arriver sur scène, c'est comme un ring, alors, un peu, d'une certaine manière. Un peu. Quoi. Ouais. Je veux aller au bout de cette histoire. Ouais, qui serait comme ça. Je veux la redire chaque fois pour pas la lâcher et pour la répéter, pour pas qu'on l'oublie. Ça a été possible. Donc c'est une espèce de transmission, quoi. Ouais. Puis, alors pour finir, une dernière question. Je suis arrivé la semaine dernière à Avignon. J'ai voulu venir dimanche, mais c'était complet.
et Dimouranche qui était un jour particulier puisque c'était le deuxième tour des élections où on a eu une grosse frayeur. Qu'est-ce qui c'était 18h, on n'avait pas encore les résultats, mais comment c'était dans la salle? Comme toi, ouais. Les derniers mots résonnent de manière particulière. Toutes les 2 ou 3 générations, lorsque la mémoire s'étiole et que les derniers survivants des massacres précédents disparaissent, la raison s'éclipse et des hommes reviennent propager le mal. Puissent-ils rester loin de nous les songes et les chimères de la nuit? Méfiance, l'homme est une créature malléable, il faut se méfier des hommes. C'était particulier, ouais, de le dire entre les 2 tours. Parce que tu as pu rencontrer un peu le public après ou c'est délicat? Le temps de la représentation, tu sais, tu sens, tout ce spectacle, voilà, je le dis en regardant les gens, je les lâche pas. Ouais. Donc on échange dans le regard. Ouais. Et du coup, cette chose, tu les lâches pas, cette transmission, c'est quand même, je trouve ça, alors c'est peut-être, je trouve ça courageux en tout cas de défendre quelque chose et de défendre la mémoire des disparus, des en allés, et de t'afficher avec cet homme-là pour lui dire qu'il était là. Il va falloir passer par lui pour parler d'autre chose, quoi. Ouais. Ce choix-là. Tu dis, non, ce qui est important, c'est les disparus, les en allés. Ah oui, c'est les disparus, les en allés, et surtout la non-répétition d'une chose pareille. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce texte et que des fois j'en parlais à des jeunes générations et qu'on me disait Mengele, c'est qui? C'est un joueur de foot. Bien sûr. Ouais. Je me dis, non, c'est vraiment important de rappeler. Faut jamais oublier, en fait. Merci beaucoup, Michael. Donc on te retrouve au Théâtre du Chêne Noir jusqu'au 21. Jusqu'au 21, jusqu'à la dernière date, et jusqu'au dernier jour, tu seras à regarder le public et à dire ces mots. Oui. Ces mots écrits par Olivier Guèze, donc pour la disparition de Joseph Mengele. Est-ce qu'il a forcément vu le succès, en tout cas j'espère, qu'il y a une reprise à Paris, puisque tout se fait à Paris ou dans d'autres villes, mais en tout cas j'espère. On te souhaite le meilleur et en tant que spectateur et moi aussi j'ai fait une émission pour France Culture sur des femmes déportées qui avaient été déportées à Auschwitz, du fond du cœur. Je te remercie. Et il y a mon fils qui est à côté et c'est important cette transmission. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre humanité. Merci beaucoup. Merci. Prise de son Melville Egbelet. Texte d'introduction, entretien Fabien Eck. Visuel Aquela Rebelle Stéphane Perrault. Musique Aquela Rebelle Adrien Desarrochaux. Aquela Rebelle vous dit bonjour ou bonsoir et vous quitte avec la 3e symphonie de Henryk Górecki, 3e partie.
Ce spectacle est repris au Théâtre de la Pépinière, qui se trouve au 7 rue Louis-le-Grand, dans le 2e arrondissement de Paris. Et vous pouvez voir ce spectacle tous les vendredis et samedis à 19h et le dimanche à 15h.